Merci beaucoup, c'est Mustafa, pour cette belle conférence. Donc, il n'y a pas de discussion après une conférence. Et on passe à la deuxième conférence inaugurale. J'appelle mon ami professeur Rachid Dalouane, professeur de psychiatrie, chef de service de pédiatrie à l'hôpital Belhassan et directeur de l'hôpital Belhassan de psychiatrie. Il est responsable d'un DU de pédopsychiatrie. Donc, ce n'est pas la spécialité, maintenant la pédopsychiatrie, c'est une spécialité, mais c'est un DU qui est destiné pour les pédiatres, pour les neurologues, pour ceux qui doivent se familiariser avec la pédopsychiatrie. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Donc, le sujet, c'est l'enfant face aux catastrophes, le stress post-traumatique. Vous avez la parole, c'est Rachid. Salam alaikum. Merci beaucoup, professeur Hida. Merci beaucoup pour l'invitation. Et merci de programmer cette conférence qui est consacrée, donc, à l'enfant face aux situations de catastrophe. Face aux situations de catastrophe, alors pourquoi ce sujet? Parce que déjà ça fait 4 ans qu'on a ces dernières années, donc le Maroc a vécu donc 2 catastrophes. C'était tout d'abord la pandémie Covid et ensuite le séisme de l'Haouz. Et la constatation principale, c'est que les troubles psychiatriques se sont doublés pratiquement après la pandémie. Ça, c'est pas une constatation au niveau national, mais c'est une constatation à travers le monde. C'est par exemple les tentatives, les conduites suicidaires se sont multipliées, les troubles émotionnels et les troubles des conduites. Alors, dernièrement, avec le séisme de l'Haouz, ce qu'on a constaté, qu'on a une demande énorme. Alors, bien sûr, la demande est centrée au niveau de la région de l'Haouz, mais même à Fès, donc, il y avait des demandes, des consultations en pédopsychiatrie. Et tout ça, c'est-à-dire, le cas toujours, on a donc ce caractère urgent pour dire que chaque fois qu'on a une situation de catastrophe, on est en train de vivre une situation sanitaire anxiogène et qui va engendrer différentes réactions psychologiques. Alors malheureusement, toutes les études qui ont été centrées sur les états de stress post-traumatique ont abordé l'adulte et on a oublié l'enfant. Et c'est pour cela que dans la classification mondiale de la psychiatrie, c'est-à-dire le DSM-5, parce que tous les 20 ans on a une révision de la classification des maladies psychiatriques, on voit pour la première fois donc un chapitre sur les états de stress post-traumatique chez l'enfant. Et voilà, et donc chez l'enfant avec différentes caractéristiques particulières. Alors pour dire que l'enfant est très vulnérable aux situations de catastrophe et qu'on va voir, et la particularité essentielle, c'est qu'on va avoir différentes formes cliniques. Alors pourquoi cet intérêt ces dernières années? Première constatation, c'est que les situations de catastrophe se sont de plus en plus en augmentation, étant donné les changements climatiques, après bien sûr la pandémie. Et ensuite, ce sont plutôt des états de stress post-traumatique qui vont prendre toutes les formes cliniques. C'est-à-dire, on va avoir par exemple des enfants qui vont consulter pour des douleurs abdominales, pour la somatisation. Et derrière ces symptômes somatiques, on trouve qu'il y a donc l'impact des situations de catastrophe ou bien le psychotrauma. Et un autre point très important, c'est l'impact sur la scolarité, l'impact sur le fonctionnement familial et la perturbation, l'impact émotionnel chez les parents. Souvent en consultation, on reçoit que les parents dans un premier temps, qui sont angoissés, c'est-à-dire le jour au lendemain, l'enfant arrête sa scolarité, il y a un refus scolaire anxieux, il y a des attaques de panique, il y a le fait il refuse de dormir seul, il y a des phobies multiples, et automatiquement, on trouve qu'on est dans une situation de blocage. Alors, la question qui se pose dans ce cas, donc, alors, cet intérêt, c'est-à-dire l'expression de psychotrauma, pourquoi il prend toutes ces formes? Alors, première des choses, donc, on trouve que tout dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant a cette capacité de verbaliser, de comprendre, peut-être que l'impact de trauma va être beaucoup moindre. Mais si on a, par exemple, des enfants de la petite enfance des enfants qui n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Et on a vécu ça durant la pandémie avec nos enfants.
Et on voit clairement, voilà, dans ce cas, des enfants qui ont des troubles de sommeil, des enfants qui ont, par exemple, donc des problèmes relationnels au niveau de l'école. Si on prend déjà les enfants qui ont 3 ans, 4 ans, ces enfants, durant la pandémie, donc il y a un problème, il y a des enfants qui ont un retard de langage, il n'y avait pas cette expression donc émotionnelle, bon, tout le monde porte le masque, et donc les enfants ont été impactés par ces circonstances. Donc déjà lorsqu'on va là, par exemple, on va voir donc les différentes, c'est-à-dire influences qu'on peut avoir dans les catastrophes. Donc tous les troubles psychiatriques peuvent se voir, donc les crises d'angoisse, des enfants parfois avec des troubles de sommeil, les troubles sphinctériens, des enfants qui vont avoir une énurésie secondaire, les difficultés scolaires, des états d'agitation, de retrait. Et dans ce cas, donc il y a tous les tableaux peuvent se voir. Un autre aspect de cet impact, ce sont la perturbation et le dysfonctionnement au niveau familial. Parce que qu'est-ce qu'on constate? On constate chaque fois qu'on a un enfant qui va présenter, par exemple, une crise d'angoisse, ça va impacter les parents. Les parents, parfois, peuvent avoir des attitudes qui sont inadaptées. Ces attitudes vont influencer le comportement de l'enfant et on se retrouve devant un cercle vicieux. Et alors, en plus de ça, au fur et à mesure qu'on a, donc, on a des parents qui ont des troubles psychiatriques qui sont impactés par le traumatisme, dans ce cas, ou bien par la situation de la catastrophe, les enfants vont se retrouver affectés. Alors, toutes les études ont constaté que la prévalence de l'impact chez l'enfant augmente au fur et à mesure qu'il y a donc un impact chez les parents. Et d'ailleurs, on a constaté, même dans la pandémie, lorsqu'on constate, par exemple, des parents qui se présentent à la consultation et qui ont des troubles psychiatriques en rapport avec la situation de la pandémie, les enfants donc vont avoir des difficultés psychologiques. Donc si on prend par exemple, si on peut synthétiser, donc devant une situation de catastrophe, on va pas dire que tous les enfants vont se retrouver avec des difficultés psychologiques. Au contraire, donc c'est-à-dire on a la situation qui est stressante. Et dans cette situation, on peut avoir des réactions qui sont très limitées dans le temps. Dans ce cas, ça peut durer 2 jours, 3 jours, une petite insomnie. Et parfois, on a des réactions psychologiques inadaptées qui se prolongent et qui peuvent engendrer des troubles psychiatriques au long cours. Et parfois, donc, bien sûr, on peut avoir des réactions psychologiques qui sont adaptées. Alors, tout dépend, c'est en fonction de la résilience et la résistance. C'est-à-dire, on a un fonctionnement psychologique. Il y a la situation d'alarme. Qui va faire mobiliser tous les mécanismes de défense et on peut avoir soit qu'on est dans des mécanismes adaptatifs ou parfois des mécanismes inadaptatifs qui vont bien sûr causer l'épuisement. C'est ce qu'on appelle donc le principe de la résilience. Donc derrière tout ça, il y a un ensemble des facteurs déterminants. On trouve en premier donc les antécédents psychiatriques personnels, donc c'est-à-dire les enfants qui ont un trouble anxieux, des enfants qui ont parfois donc l'anxiété de séparation sont plus prédisposés de présenter ces difficultés psychologiques. On trouve parfois des enfants qui ont des pathologies somatiques chroniques et dans ce cas avec la survenue donc de la situation stressante, donc ça peut mobiliser de l'anxiété. Et bien sûr, on a la gravité de la catastrophe. Si on a par exemple des enfants qui vont perdre un parent, ou bien parfois, donc il y a perte, donc dans ce cas, ils vont se retrouver la famille va se retrouver sans logement. C'est-à-dire plutôt un changement de repère qui peut aggraver ces symptômes. Tout en plus, on a les niveaux socio-économiques et les ressources personnelles et la qualité de soutien familial. C'est-à-dire on a un ensemble des facteurs qui sont prédictifs de la survenue de différents troubles psychiatriques, ce qui explique que certains enfants, adolescents vont se retrouver plus dans l'adaptation et d'autres enfants vont avoir des symptômes de décompensation psychologique.
Alors cet impact psychologique va se retrouver donc lié à un ensemble bon, en plus de ça, l'âge de l'enfant. Bon, c'est-à-dire si on prend les enfants de moins de 6 ans, c'est pas comme les enfants entre 8 à 12 ans, c'est pas comme les adolescents. Alors, tout dépend dans ce cas. Et même dans l'expression clinique, c'est complètement différent. Les adolescents vont présenter des troubles psychiatriques qui sont différents par rapport aux enfants de moins de 6 ans. Il y a le langage, cette fonction de langage. Au fur et à mesure qu'il y a cette expression, donc, de ce qui se passe, de ce que les enfants vont ressentir, donc il y a moins d'impact au niveau psychologique. Et bien sûr, il y a les capacités de défense et de résilience. Je vais donc rapporter donc des données épidémiologiques concernant donc les troubles psychiatriques survenant après les séismes, et on se retrouve avec une prévalence moyenne de 10 à 30% des enfants qui vont donc des troubles psychiatriques après les situations de catastrophe. Ces troubles qui vont prendre toutes les formes, ça peut être des formes qui sont modérées ou parfois des formes sévères. Et d'ailleurs, dans les consultations, on a reçu des enfants, donc après le séisme de House, des enfants qui avaient souvent, c'est-à-dire le symptôme le plus fréquent, c'était les attaques de panique, c'était l'insomnie, c'était les phobies, le refus de partir à l'école. Et certains adolescents ont présenté des troubles de conduite et parfois même des idéations suicidaires. Alors, c'est-à-dire donc on est devant donc un schéma, donc plutôt un parcours qui commence tout d'abord par les facteurs pré-traumatiques, c'est-à-dire avant la survenue de la situation de la catastrophe, on se retrouve déjà un terrain donc dans ce cas qui prédispose à ces symptômes. Il y a donc, si on trouve par exemple des enfants, des adolescents qui ont un terrain de vulnérabilité biologique ou bien plutôt un trouble psychiatrique, alors comme par exemple l'anxiété de séparation ou bien la dépression. Et par la suite, on a les circonstances qui sont autour plutôt de traumatisme, à savoir donc la proximité, la gravité, les conséquences. Bon, ce qui explique qu'il y avait une prévalence très élevée à la région de Marrakech et les alentours par rapport à la région de Fès. Au fur et à mesure qu'on est loin donc de site de la catastrophe, il y a moins d'impact. Et bien sûr, donc on a les facteurs post-traumatiques, ce sont surtout l'ensemble des troubles psychiatriques. Alors si on essaie un petit peu donc voilà de regrouper tous ces symptômes pour essayer un petit peu de les cerner, on trouve que dans toutes les classifications, on est devant des états de stress aigu, c'est-à-dire si on a des symptômes qui vont survenir moins de 30 jours, c'est-à-dire durant le premier mois, dans ce cas, on va parler d'un état de stress aigu. Mais si on a par exemple des symptômes qui vont évoluer plus de 30 jours, on est devant donc l'état de stress post-traumatique. Et ces symptômes d'état de stress post-traumatique peuvent se prolonger même à l'âge adulte. Alors, c'est-à-dire, si on n'a pas une intervention précoce, donc on va se retrouver avec de PTSD. Et on sait très bien que dans l'état de stress post-traumatique actuellement est considéré comme la pathologie la plus suicidogène. Et dans ce cas, étant donné quand même la prévalence de risque suicidaire est très important. Donc, il y a des enfants qui vont présenter des symptômes dans l'immédiat. Et dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir surtout, donc, on a des symptômes d'anxiété, parfois on a des symptômes de retrait social, et parfois donc on a des images, donc des souvenirs répétitifs, et souvent donc on a des enfants par exemple qui vont avoir des cauchemars, qui vont avoir des rêves qui reproduisent la scène de traumatisme. Alors en plus de ça, ils vont avoir donc plutôt des conduites d'évitement, donc de tout, donc que ça soit, c'est-à-dire un évitement des indices internes ou bien externes, c'est-à-dire internes, donc ils vont avoir l'évitement des souvenirs, et pour cela donc ils vont avoir tout le temps des conduites contraphobiques, ou parfois ils vont éviter tous les indices, que ça soit par exemple le lieu, que ça soit donc le bruit, tout ce qui a été en rapport avec le traumatisme.
Et bien sûr, on a les réactions neurovégétatives. Donc voilà, donc ce sont des symptômes qui peuvent apparaître dans les 48 heures, 62 heures après le traumatisme. Et si on n'a pas des attitudes thérapeutiques ou plutôt un accompagnement adapté, ces symptômes immédiats peuvent évoluer vers des symptômes qui sont chroniques. Alors, au-delà de 30 jours, si on a des symptômes qui durent au-delà d'un mois, on parle de l'état de stress post-traumatique. C'est-à-dire, on a déjà des symptômes post-traumatiques qui sont installés et qui vont se manifester par des symptômes cardinaux, c'est-à-dire en particulier le syndrome de répétition. Donc, on va voir donc comment va se présenter l'évitement, les conduites d'évitement, l'hyperréactivité neurovégétative, la dysrégulation des émotions et l'impact sur les cognitions. Et on constate, voilà, clairement qu'on a donc un impact traumatique qui va affecter l'ensemble des mécanismes psychologiques partant des émotions aux cognitions et donc aux symptômes émotionnels. Alors, si par exemple, si on prend tous ces symptômes, on va trouver, ce sont par exemple, voilà, si on parle de syndrome de répétition, les enfants ou bien les adolescents vont avoir tout le temps des souvenirs qui sont involontaires et qui sont envahissants, qui n'arrivent pas à les empêcher et qui reproduisent toujours la même scène traumatique. D'ailleurs, parfois, donc, ils posent beaucoup de questions, donc, aux parents concernant, donc, la situation de la catastrophe. Et parfois, donc, dans ce cas, donc, on va avoir des symptômes neurovégétatifs qui vont se présenter par des réactions de sursaut qui sont exagérées. C'est-à-dire, chaque fois, par exemple, qu'ils vont entendre un bruit ou bien des odeurs, donc, qui sont en rapport avec le traumatisme, ils vont avoir des réactions de sursaut et bien sûr les réactions neurovégétatives avec les sueurs, les palpitations, la tachycardie. Alors sur le plan émotionnel, ce qui est en premier, ce sont les crises d'angoisse, l'anxiété et en plus de ça, donc il y a donc l'état émotionnel qui est complètement altérés et ce sont des enfants qui vont se retrouver en retrait, manque d'intérêt, ils vont couper le lien avec les amis, avec les loisirs et plutôt ils sont dans un état d'inhibition. Et troisième plutôt, c'est-à-dire catégorie des symptômes, ce sont les symptômes cognitifs. Alors, les symptômes cognitifs qui vont se manifester par ce qu'on appelle des distorsions cognitives, c'est plutôt l'amnésie de l'événement traumatique. Et parfois, lorsqu'on essaie des enfants qui vont présenter des crises d'angoisse suite à la situation de la catastrophe, et en faisant l'entretien avec ces enfants, on leur pose des questions concernant le traumatisme. Alors, pour eux, donc, dans ce cas, il n'y avait pas de traumatisme. Ils sont plutôt dans une réaction dissociative. Ou parfois, ils vont dire, voilà, je ne me rappelle de rien. Donc, ce cas, mais plutôt, c'est comme un refoulement de l'impact de traumatisme. Certains enfants vont présenter des symptômes de dépersonnalisation, de déréalisation. C'est-à-dire plutôt, donc, dans ce cas, c'est plutôt comme un détachement par rapport au monde réel. Et on leur pose la question, ils vont dire, par exemple, à un certain moment, je me ressens que je n'existe pas. Que les gens autour de moi, dans ce cas, sont déformés. C'est ce qu'on appelle des symptômes, donc, de la dissociation et qu'on les rencontre de plus en plus. Donc, si on peut, alors, certains symptômes qui ne sont pas spécifiques, mais qui sont fréquents dans les états de stress post-traumatique, en premier, les symptômes dépressifs. Des enfants qui vont avoir cette réaction dépressive, cette réaction de retrait, donc de désintérêt et la culpabilité. Alors surtout, voilà, si on a donc un membre de la famille qui est décédé dans la situation de la catastrophe, ils vont se poser beaucoup de questions, ils n'ont pas pu donc faire quelque chose. Donc ce qu'on appelle le syndrome de culpabilité de survivant. L'hyperactivité neurovégétative qui va bien sûr affecter essentiellement la concentration, l'irritabilité. Il y a bien sûr les symptômes anxieux et les troubles fonctionnels, donc les aspects psychosomatiques. Alors certains symptômes qu'on peut les rattacher directement à l'enfant et qu'on ne va pas les voir bien sûr chez les adultes, comme le refait d'aller au coucher, donc la difficulté de sommeil, et ça c'est parmi les symptômes qui incitent les parents à
consulter parce que voilà, l'enfant change complètement de comportement. Donc, d'habitude, il dormait seul, mais à un certain moment, il est collé à ses parents. C'est ce qu'on appelle une anxiété de séparation. Alors ensuite, on a les terreurs nocturnes avec tous les troubles de sommeil et les cauchemars. Le refus scolaire anxieux. Et je pense, voilà, ça c'est le symptôme le plus important qui fait pression sur la famille et qui qu'ensuite, ils peuvent parfois tolérer des troubles de sommeil, troubles des conduites alimentaires, mais lorsque l'enfant refuse d'aller à l'école, dans ce cas, et ça se prolonge, c'est une urgence en psychiatrie. Et bien sûr, donc parfois on peut avoir des symptômes de régression, une eurysie, oncoprisie chez un enfant qui était propre pendant longtemps. Donc ce sont des symptômes un petit peu particulier chez l'enfant. Alors, qu'en est-il dans notre contexte marocain? Je vais rapporter cette étude qui a été faite par l'équipe de Marrakech, professeur Manoudi et son équipe. Alors, durant le séisme de Haouz, et qu'est-ce qu'on constate? On constate quand même, voilà, que quand même donc on a pratiquement 17% entre 3 et 6 ans, donc c'est-à-dire la tranche d'âge la plus affectée, c'est entre 6 à 12 ans. 12 ans, c'est-à-dire toutes les tranches d'âge sont affectées, mais essentiellement donc l'enfance moyenne. Alors pour les filles, c'était plutôt 60% des filles par rapport à 40% des garçons. Donc, mais on peut pas généraliser. Plutôt, c'était donc une étude sur une période de 2 mois. Et concernant les symptômes les plus fréquents et qui ont fait l'objet de consultations, donc on trouve qu'on a des états anxieux, les phobies, la peur excessive, et suivi par les troubles des conduites, c'est-à-dire troubles oppositionnels, la violence, chez des jeunes qui n'avaient pas des antécédents psychiatriques, et c'est parfois donc on a la peur de la mort. Alors, c'est-à-dire plutôt ces tableaux vont prendre différentes formes selon l'âge. Donc, si on prend par exemple les enfants moins de 5 ans, certains symptômes vont avoir c'est-à-dire plutôt certains symptômes qui peuvent nous orienter vers l'impact de traumatisme. Les jeux répétitifs, ce sont des jeux, mais ce sont des jeux qui sont monotones, stéréotypés, il n'y a pas de notion de plaisir et qui reproduisent certains aspects de traumatisme. Alors, en plus de ça, le dessin traumatique. On demande aux enfants, par exemple, de dessiner. Alors, dans ce cas, par exemple, ils vont avoir des dessins qui sont en rapport avec le traumatisme. Et d'ailleurs, certains enfants vont être adressés par l'école parce que les enseignants ont constaté que des dessins qui sont en rapport avec, par exemple, un abus sexuel ou, par exemple, donc, le jeu, c'est un jeu qui est sexuel. Donc, ce sont des indices qui peuvent être en rapport avec la situation de catastrophe. Alors, dans la moyenne, donc si on prend par exemple la moyenne enfance, c'est-à-dire entre 6 à 12 ans, ce qu'on va constater, c'est surtout on a les symptômes anxieux et les symptômes de la phobie. Et au-delà de 12 ans, c'est-à-dire chez les adolescents, ce qui prédomine en premier, donc on trouve par exemple, voilà, c'est surtout, voilà, donc il y a les troubles des conduites, il y a l'impulsivité, l'agressivité et parfois l'usage de substances. Et d'ailleurs, donc ce qui a été constaté après la pandémie, il y a une augmentation dans l'usage de substances parce que les adolescents sont plutôt dans des symptômes externalisés qui n'arrivent dans ce cas, ils n'arrivent pas à contrôler leurs émotions et on va se retrouver dans le passage à l'acte. Alors, concernant donc, c'est plutôt donc les symptômes qui vont rester à cheval entre la psychiatrie et la pédiatrie, les troubles psychosomatiques. Les troubles psychosomatiques des enfants, des adolescents qui vont verbaliser l'angoisse et l'anxiété sous forme des pathologies, des symptômes somatiques. Ces symptômes psychosomatiques qui vont se retrouver juste après, donc plutôt juste après la situation de la catastrophe. Et parfois, donc, on trouve qu'on a déjà des pathologies psychosomatiques, mais avec la situation de traumatisme, donc il y a aggravation de certains aspects psychosomatiques et on peut avoir différentes formes, allant donc des symptômes digestifs, cardiovasculaires, dermatologiques,
des symptômes neurologiques, ainsi de suite. Et on a certains enfants qui ont présenté des symptômes de conversion, que ça soit donc dans le sens d'un déficit moteur, ou bien d'un déficit sensitif, ou bien plutôt des crises de conversion, et qui étaient en rapport direct avec le traumatisme. Certains, donc ces jeunes, lorsqu'ils vont présenter des états de stress post-traumatique, on trouve souvent des comorbidités, parce que dans les symptômes post-traumatiques, la règle, c'est qu'il y a une prédisposition aux différents traumatismes, et ce qui engendre, c'est ce qui est fréquent, c'est-à-dire on a la dépression, les idéations suicidaires, les troubles anxieux, et parfois, donc, on a d'autres symptômes, comme le cas par exemple de la TDAH, des troubles des apprentissages. Alors tout en sachant que les enfants qui sont suivis pour par exemple des troubles neurodéveloppementaux sont plus prédisposés aux symptômes post-traumatiques, étant donné qu'ils sont déjà vulnérables et qu'ils n'ont pas acquis ces compétences au niveau relationnel. On trouve toujours qu'il y a des difficultés auparavant qui vont s'accentuer dans les situations de catastrophe. Alors, comment on va repérer? Alors, première des choses, bien sûr, la demande provient des parents. Et lorsqu'on fait, par exemple, si on prend l'exemple de séisme de House, toutes les équipes médicales se sont mobilisées, et il y avait, bien sûr, un dépistage. Chaque fois qu'on voit un enfant qui a un trouble émotionnel important, parfois c'est déclaré ou bien rapporté par les parents. Donc, ce sont des enfants qui ont été évalués avec des échelles d'évaluation. Donc, certains enfants, bien sûr, les enfants qui vont présenter ces symptômes, vont avoir une bonne évolution. Il n'y a pas d'antécédent psychiatrique, si on a un diagnostic précoce, un accompagnement et en plus un support familial suffisant. Par contre, lorsqu'on a par exemple un dysfonctionnement au niveau familial, on a par exemple des attitudes parentales qui sont pas du tout adaptées. Il y a des enfants qui ont présenté des crises d'angoisse et les parents étaient plutôt sévères dans leur attitude. Et il n'était plus dans la réassurance, ce qui a engendré une aggravation de tableau clinique. Alors, en plus de ça, lorsqu'on a déjà des événements traumatiques auparavant, c'est ce qu'on appelle un traumatisme complexe, c'est-à-dire des enfants qui ont subi un abus sexuel ou bien une violence, et en plus de ça, il y a la situation de la catastrophe. Dans ce cas, on trouve qu'on est devant plusieurs traumatismes qui vont aggraver l'apparition et l'accentuation des troubles psychiatriques, et bien sûr lorsqu'on a des troubles psychiatriques auparavant, troubles neurodéveloppementaux ou bien troubles émotionnels. Alors comment on va intervenir? Première des choses, l'intervention précoce. Au fur et à mesure qu'on agit rapidement, on est dans la prévention et on va éviter la chronicité et la prolongation des symptômes. Donc, il y a un temps d'évaluation, bien sûr, en même temps d'intervention. C'est pas forcément pharmacologique, mais plutôt, c'est-à-dire une approche relationnelle et de psychothérapie pour prévenir les PTSD. Alors bien sûr, il y a première étape, l'intervention des équipes médicales pour assurer la sécurité, pour assurer tout ce, par exemple, la proximité des soins, et ensuite le diffusing ou bien ce qu'on appelle le debriefing, qui consiste à dire à aller directement chez les enfants à risque, et de leur donner cette opportunité pour s'exprimer et plutôt que c'est comme une décharge émotionnelle. Alors, dans ce cas, on fait pas des questions fermes, donc on laisse l'enfant s'exprimer librement. Et par exemple, et en plus de ça, parfois ça peut se faire donc en groupe. Le fait d'extérioriser les émotions juste après le traumatisme, après la situation de la catastrophe, ça va bien sûr permettre de diminuer l'anxiété. Et alors en plus de ça, on a des interventions qui sont
plus ciblé pour les enfants, c'est-à-dire on va dire voilà, il faut préserver les ressources, c'est-à-dire la qualité de sommeil, l'alimentation. Alors en plus, il faut essayer de garder le contact avec les enfants et c'est pour cela qu'après le séisme, donc rapidement, donc il y avait l'ouverture des écoles parce que le fait que l'enfant reste en groupe, en contact avec ses amis, ça permet donc de diminuer l'anxiété et bien sûr limiter l'exposition des médias. On a vu des enfants qui étaient tout le temps connectés donc sur les réseaux sociaux, donc et impliqués avec bien sûr les parents et donc on présentait des troubles psychiatriques qui sont importants et bien sûr expliquer, informer l'enfant en fonction de son âge et répondre à toutes les questions avec donc bien sûr la réassurance. Et alors chez les parents, le travail est essentiel parce que donc l'amélioration dépend des attitudes parentales. Ici, on arrive donc à expliquer aux parents des attitudes qui sont adaptées, en même temps donc les intégrer dans les soins, les rassurer d'abord parce qu'on trouve toujours qu'il y a un impact chez les parents. Ça permet de diminuer donc les symptômes. Ça c'était plutôt un guide. Un guide préparé donc pour les après le séisme. Donc un parent un guide destination des parents et en plus de ça il y avait la création de réseau national de psychotrauma et c'est-à-dire pour former les professionnels de la santé, c'est-à-dire la santé mentale, comment être préparé en cas de survenue de la situation de catastrophe. Alors, si on a des enfants qui vont présenter des états de stress post-traumatique qui se prolongent, il y a 2 psychothérapies avec un niveau de recommandation A, c'est la thérapie cognitivo-comportementale et il y a le MDR. La thérapie cognitivo-comportementale consiste à travailler sur les cognitions erronées, tout ce qui est par exemple des pensées chez l'enfant, et en même temps travailler avec les parents et les perceptions et les conséquences. C'est-à-dire on essaie un petit peu de faire une évaluation globale, c'est-à-dire avant, au cours et après le trauma pour essayer un petit peu de faire une thérapie intégrative. Quelle place de traitement pharmacologique? Traitement médicamenteux, c'est pas systématique dans la situation de trauma. Et on réserve la prescription médicamenteuse chez des enfants qui ont des troubles psychiatriques qui sont très intenses, comme le cas des enfants qui sont insomniaques, une insomnie, insomnie quand même, insomnie très très intense, ou bien les états d'agitation, le risque suicidaire. Et si on prescrit les benzodiazépines, donc on évite souvent les benzodiazépines parce que les benzodiazépines ont un effet amnésiant. Et dans ce cas, ça empêche l'enfant de se rappeler donc de ce qui s'est passé. Et on réserve les les anxiolytiques pour des enfants donc qui nécessitent un traitement sédatif avec la durée qui est très très courte. Les antidépresseurs pour des enfants qui ont des dépressions, donc une dépression qui est sévère, et on a donc certains deux molécules, on a la sertraline, la venlafaxine et les antipsychotiques pour des enfants qui sont très agités. Et je conclue pour dire voilà que donc je pense que c'est un thème thème qu'on va le voir de plus tôt, c'est une problématique qui va se voir de plus en plus et dans ce cas qui va prendre toutes les formes et qui a un impact sur la scolarité, sur le développement de l'enfant. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sealouane, pour cette belle présentation donc contextualisée. Donc, on arrive à la fin de cette journée. Donc, vous êtes tous invités à un cocktail dénatoire et je vous donne rendez-vous demain à 8h30 pour un atelier très intéressant de la néonatologie. Merci tout le monde. Merci.